Donc, chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Claude Onesta, manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport, ancien joueur international de handball, ancien sélectionneur de l'équipe de France masculine de handball. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Du haut de votre longue et riche expérience dans ce secteur, pouvez-vous partager avec nous votre vision des violences sexuelles et sexistes, du racisme et des discriminations dans le sport? Comment évoluent ces phénomènes de votre point de vue? Vous avez été vous-même au cœur d'une polémique à la suite de la révélation d'une dédicace que vous avez rédigée en 2014 sur un exemplaire de votre livre, Le règne des affranchis, à l'intention de M. Didier Dinard. Vous étiez alors sélectionneur de l'équipe de France et écriviez à Didier Dinard, qui était votre adjoint, je vous cite, « Didier, l'esclave qui a le plus profité de sa libération, 3 points de suspension, en espérant qu'il ne remette pas les chaînes à ses joueurs. » Je ferme les guillemets. Vous vous êtes défendu de toute connotation raciste de ce message. Pouvez-vous revenir sur cette affaire? Enfin, vous êtes manager de la haute performance au sein de l'Agence nationale du sport. Pouvez-vous nous présenter votre action à ce poste et les leviers dont vous disposez pour renforcer l'éthique dans le sport? Quel bilan tirez-vous de la création de cette agence et quel regard portez-vous plus généralement sur l'évolution de la gouvernance du sport? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro, s'il vous plaît. Je le jure. Merci. Donc, on va vous laisser la parole, Madame la rapporteure et moi-même, pendant un temps environ de 5 à 10 minutes. Et après, nous enchaînerons sur des questions. Merci. Bon, donc j'évoque en premier lieu la question que vous me posez relative à cette dédicace qui, bien évidemment, est sortie dans un contexte, je dirais, aujourd'hui beaucoup plus sensible, ne révèle pas ce qu'elle était à l'occasion du moment où j'ai partagé ça, puisque ce livre, je l'ai écrit et je l'ai dédicacé à mes joueurs à sa sortie, avec une relation qui était une relation de grande proximité. Et effectivement, j'ai cru comprendre 6 ans plus tard que cette dédicace avait heurté l'un de ses joueurs. J'en ai été doublement étonné d'abord et marqué ensuite. D'abord d'avoir pu, peut-être par maladresse, ce que je pensais être, je dirais, un lien entre nous a été vécu peut-être avec souffrance. Et donc, bien évidemment, j'en suis désolé. C'était absolument pas l'idée que je me faisais de cet échange. Et surtout d'avoir effectivement pu être identifié potentiellement comme un acteur raciste avec des propos déplacés. Pour quelqu'un comme moi, qui suis plutôt quelqu'un de très attaché à ses valeurs, sur le plan éducatif, sur le plan familial, j'ai toujours été très attaché au respect de l'autre, à la bienveillance qui est nécessaire dans un environnement sportif, qui est pourtant parfois un environnement
de confrontation et parfois de détermination. Mais j'ai toujours été très attentif à rendre mes joueurs, et c'était un peu l'objet de ce livre, hein, Le règne des affranchis, c'est comment imaginer qu'en donnant de l'autonomie, donnant je dirais, de la liberté d'action à ces joueurs, on peut arriver à devenir, je dirais, la meilleure équipe du monde, alors qu'à l'époque, je dirais, l'organisation du sport était beaucoup plus militaire, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus descendante et je dirais dirigiste. Et je crois que je me suis toujours battu justement pour que ces athlètes puissent co-construire le projet, puissent en être pleinement responsables. Et donc cette autonomie basée sur le respect et la bienveillance était l'idée pour moi, effectivement, le cœur de mon action. Et je crois que, bon, aujourd'hui, quelqu'un a marqué effectivement cette souffrance que j'ai pu occasionner. Je vous le répète, j'en suis désolé, mais je suis plutôt passé tout au long de ma carrière comme quelqu'un qui était très en relation avec ses athlètes, beaucoup je dirais, dans une capacité à se mettre au service de ces athlètes plutôt qu'à vouloir les faire actionner sous votre autorité. Donc, franchement, ça a été pour moi une période très douloureuse. J'ai été, à ce moment-là, j'ai été soutenu et notamment par les joueurs, la plupart des joueurs qui m'ont appelé, et notamment les joueurs de couleur, qui effectivement se sont étonnés de cette accusation. Et on dit, s'il y en a un à qui on ne peut pas reprocher d'avoir toujours été exemplaire sur ce plan-là, c'est bien toi. Donc j'avoue que cet épisode est un épisode franchement qui m'a marqué, qui m'a heurté au plus profond de moi. Mais, je répète, si c'est une maladresse ou vécu comme ça, c'était vraiment l'idée de... On a beaucoup avancé parce qu'on a beaucoup libéré la parole, beaucoup libéré, je dirais, l'accès à la responsabilité de chacun. Et il faut veiller à ce que, je savais qu'à ce moment-là, j'étais sur la fin de mon parcours, et je veillais à ce que cette transition se fasse, et Didier Desnard était un acteur de la transition, se fasse dans cette même démarche. Et l'inquiétude que j'avais, et que je mettais dans ce message, c'était qu'effectivement, on revienne à un système plus autoritaire et peut-être plus vertical. Donc voilà, pour cette séquence-là, encore une fois, je répète, c'est une séquence qui m'a heurté, mais je dois d'abord penser à Didier qui a lui-même été heurté. Et c'est vrai que tout ça n'est sorti que 6 ans plus tard. Mais effectivement, je pense que si c'est comme ça qu'il l'a vécu, ben, j'en suis désolé et je m'en excuse auprès de lui, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voulez m'interroger sur ce sujet-là. Non, vous avez la parole pendant 5 à 10 minutes sur les différents sujets sur lesquels je vous ai posé la question. Bah, écoutez, on reviendra après oui, bien sûr. sous forme de questions. Bah, écoutez, j'ai fait un long parcours dans le champ sportif. Au-delà de l'action que je mène aujourd'hui, j'ai été effectivement au départ joueur de handball, puis professionnellement, j'ai été enseignant en éducation physique et sportive. Puis j'ai opté vers le ministère des Sports, qui à l'époque était lié sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, pour engager un parcours de cadre technique sportif en fédération, qui m'a amené, donc après un certain nombre d'années où j'ai été cadre technique en région Midi-Pyrénées, qui m'a amené à prendre la responsabilité de sélectionneur et d'encadrer l'équipe de France, ce que j'ai fait pendant 16 ans. Donc j'ai effectivement beaucoup vécu dans le milieu sportif, beaucoup vécu dans un milieu beaucoup plus dans le milieu de l'encadrement technique et du terrain, beaucoup plus que dans le champ des élus et de l'organisation ou de la gouvernance
du sport et des fédérations. Mais c'est vrai que, alors, peut-être qu'on a le sentiment de peut-être pas avoir toujours ouvert les yeux quand on entend les témoignages qui sont aujourd'hui fréquents, malheureusement. Et quand on entend les dégâts qui peuvent être occasionnés dans le monde du sport, on a effectivement le sentiment parfois d'être peut-être passé à côté d'un certain nombre de choses, mais dans un contexte où, à l'époque, alors du sexisme sûrement, au quotidien, mais de manière, je dirais, alors je n'ai toujours entraîné que des garçons, donc je n'ai jamais été en charge d'équipe féminine. Donc je n'ai pas de lecture, je ne sais pas s'il y a une spécificité de l'entraînement des femmes, enfin des jeunes femmes ou des femmes adultes, mais effectivement il y a sûrement dû y avoir, alors sexisme peut-être, mais je n'en doute pas, mais j'avoue que dans mon environnement proche, c'était pas comme ça qu'on vivait. De discrimination, vous savez, je pense que le sport est sûrement un des endroits, et je l'ai souvent dit et écrit, la chance du monde sportif français, c'est justement de bénéficier de cette diversité. Diversité de culture, diversité je dirais, d'origine, par peut-être le biais je dirais, d'un colonialisme qui est peut-être pas l'apanage de la France, mais qui fait partie de son histoire. Et j'ai toujours vécu comme une chance cette diversité des acteurs et de pouvoir justement bénéficier de gens qui ont appris le handball à Strasbourg ou en Lorraine, d'autres qui l'ont appris à Marseille, mais d'autres qui l'ont appris sur l'île de la Réunion, d'autres aux Antilles. Et la force du sport français, c'est justement cette diversité de pratiques, cette diversité de cultures qui permet justement d'avoir, alors peut-être de manière un peu hétérogène au départ, mais qui peut créer une puissance justement par la variété des solutions apportées. Et je pense que j'ai toujours vécu ça, et j'étais dans un sport où effectivement le mélange racial, tout en étant bien évidemment le club ou l'équipe de France étant la Réunion. Moi, j'ai toujours vécu le sport comme l'endroit où justement on fait abstraction de ces différences, notamment dans le sport collectif, où chacun arrive, rentre au vestiaire avec ce qu'il est, avec ce qu'il a construit, avec ses idées politiques, avec ses idées, je dirais, ses idées religieuses. Et là, tout d'un coup, pendant un temps, on va faire abstraction de toutes ces différences pour trouver l'opportunité de se réunir, de se fédérer sur un projet commun. Et c'est ce qui m'a toujours fait aimer le sport collectif, parce que c'était la réunion des individus. Et c'est vrai que pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, chacun partageait, quelle que soit, encore une fois, sa différence, chacun partageait avec les autres. Et la seule façon de faire équipe, c'était justement d'arriver à cette fusion des individus dans l'intérêt d'un projet collectif. Donc dire qu'il n'y a pas de débordement, dire qu'il n'y a pas par moment bien sûr que... Mais c'est toujours des éléments sur lesquels on a été très attentifs. Je crois que le sport, pour des gens comme moi, qui sont avant tout des éducateurs, c'est une école de la vie qui doit permettre justement l'apprentissage de certaines règles, l'apprentissage du vivre ensemble, la capacité justement à réunir les acteurs, quelle que soit leur origine. Donc ça a toujours été pour nous quelque chose d'essentiel. Le handball est un sport qui s'est développé dans le champ du monde éducatif, puisque c'est un sport jeune par rapport à d'autres sports collectifs de ballon. Et c'est un sport qui s'est développé par le milieu éducatif, qui a été développé par des instituteurs, par des enseignants. Donc c'est un sport où les bases éducatives ont toujours été essentielles, et la pratique, avant même de considérer les résultats, a toujours été construite sur, effectivement, le respect
et l'accompagnement des acteurs avec toutes leurs différences. Donc, bien sûr qu'à chaque fois qu'on a été confronté à ces problèmes-là, on les a toujours régulés, on les a toujours dénoncés, bien évidemment. Quand ils étaient à l'échelle d'un club ou à l'échelle je dirais, d'un groupement, il a toujours été fait ce que l'on pensait, encore une fois, à l'époque, hein, quand je vous dis, quand on évoque ces sujets-là 30 ans plus tôt, ils ne se posaient pas de la même façon. Et je pense qu'effectivement, on a toujours été citoyen avant d'être entraîneur, avant d'être... Et on a toujours pensé que l'exemplarité qu'il devait y avoir dans la capacité à éduquer des jeunes adolescents ou des jeunes adultes était l'engagement premier de gens comme nous qui étions les éducateurs et les entraîneurs. Oui, donc sûrement, chaque fois qu'il y a eu des écarts, voire des problèmes, on les a régulés. Aujourd'hui, on voit bien, alors je ne vais pas dire que c'est chez les autres que les problèmes existaient et qu'ils n'existaient pas chez nous, sûrement qu'ils ont dû exister chez nous aussi, mais c'est vrai que ces problèmes ont souvent été liés à, je dirais, l'accompagnement d'athlètes de jeune âge et effectivement la proximité entre des athlètes jeunes enfants ou jeunes adolescents dans un environnement effectivement d'adultes peut générer. Et je crois que bon, on a toujours eu, et je pense que la fédération a toujours été très attentive à ces sujets-là et à essayer de traiter ces sujets-là, non pas en mettant je dirais, la poussière sous le tapis, mais au contraire, en essayant de les prendre à bras-le-corps. Donc, je l'avoue très franchement, dans mon sport, j'ai entendu peu ce genre de sujet, même si aujourd'hui, ce genre de sujet apparaît, et forcément, comme ancien acteur et dirigeant sportif, on a aussi tendance à se dire, on n'a peut-être pas toujours regardé comme il aurait fallu ou avoir la vigilance qu'il aurait fallu avoir. Mais j'ai jamais eu le sentiment de masquer quoi que ce soit ou d'essayer je dirais, de ne pas alerter comme on le fait aujourd'hui de manière systématique. Donc voilà, je ne sais pas, je vais peut-être me soumettre à vos questions. Très bien. Je voudrais, moi, revenir sur votre période, vos 16 années en tant que sélectionneur auprès de l'équipe de France, et particulièrement sur cette affaire de dédicace. Vous dites tout à l'heure que vous revenez sur cette période et vous nous dites que vous avez été, au contraire, vous avez fait preuve de respect et de bienveillance pendant toute cette période, et que vous aviez d'ailleurs reçu très clairement le soutien des joueurs et particulièrement, vous dites, des joueurs de couleur. Et est-ce que vous pouvez nous citer quels sont les joueurs de couleur dont vous parlez? Enfin oui, je peux les citer. J'ai eu les premiers qui m'ont appelé, c'est Luc Abalo, qui était un joueur historique de l'équipe de France, Joël Abati, également un joueur historique de l'équipe de France. Et tous les deux m'ont appelé de manière immédiate. Les autres ont souvent témoigné d'une manière ou d'une autre leur soutien, mais ils ont tout de suite dit c'est pas bien parce qu'on laisse planer un doute sur cette affaire, un doute sur ta personne, et s'il y en a qui peuvent témoigner qu'effectivement nous on n'a jamais ressenti ces choses-là dans la relation avec toi, donc bon, encore une fois, vous savez, quand il y en a un qui parle, il y en a effectivement beaucoup qui se taisent. Mais oui, enfin, je vous ai cité les deux joueurs qui l'ont fait de manière immédiate et de manière directe en m'appelant et en me signifiant très clairement que ça leur paraissait très déplacé, effectivement. Alors, encore une fois, je ne reviens pas sur la dédicace elle-même. Et je peux concevoir après coup, quand on la lit en dehors du contexte, qu'elle peut être considérée comme déplacée.
Mais dans le contexte, elle avait une signification très éloignée de la façon dont elle a été reçue. Je reviens à nouveau sur votre management pendant cette période. Est-ce que pour vous, le mot, le terme ou l'expression black, en parlant d'un sportif de couleur noire, bien sûr, de peau noire, est-ce que pour vous, c'est synonyme de respect et de bienveillance? J'ai appris que non. Alors je vais vous le dire très clairement parce que j'ai aujourd'hui des collègues noirs dans mon équipe. Et effectivement, alors c'est black, c'est pas de ma génération, hein, c'est plutôt les générations plus jeunes qui ont utilisé ce terme-là. Et effectivement, tout le monde avait l'impression que c'était un terme jeune. Et un jour, peut-être pour l'avoir utilisé, j'ai une de mes collègues qui m'a dit « Mais moi, quand je parle de toi, je ne parle pas de white. Pourquoi tu parles de moi en évoquant les blacks ?» Donc j'avoue que ce jour-là, j'ai été amené à réfléchir à la situation. Et j'avais l'impression, effectivement, encore une fois, hein, c'est pas ma génération. Nous, on a plutôt toujours dit noir, et puis à la limite, dans un vestiaire, on ne parlait pas à des noirs, à des blancs, on parlait à des joueurs, et on n'avait pas l'impression de parler à des races différentes. Mais j'ai compris qu'il ne fallait pas dire black. Oui. Et je poursuis avec une autre question. Vous est-il déjà arrivé de dire à un joueur noir, toi, on va te remettre les chaînes? Non. Non, dans le cadre, encore une fois, de ce qui est écrit. Mais c'était... tous les jours, je ne sais pas si vous pouvez lire des choses qui sont écrites par d'autres sur moi, mais c'est difficile de parler de soi. Mais j'ai été identifié comme le manager qui avait donné le pouvoir à ses joueurs, qui avait donné effectivement la responsabilité de la construction du projet à ses joueurs. Monsieur Onesta, je vais juste me permettre de vous rappeler que vous êtes sous serment pendant cette audition. Et je voudrais aussi que vous puissiez aller un peu plus loin dans vos propos. Quand vous dites à ces joueurs, je préférerais que vous puissiez citer les noms pour qu'on puisse nous comprendre et prendre pleinement connaissance de l'histoire et du contexte. Alors, je ne sais pas de quelle histoire, hein, mais si vous me dites que je l'ai dit, c'est-à-dire que quelqu'un a dû m'accuser de l'avoir dit, c'est ça? Non, je vous pose une question. Je ne peux pas traiter un joueur ou le citer quand je ne le connais pas. Je vous dis que je ne me vois pas dire ces choses-là en direct, en face à face avec un joueur. Non, ça, je ne vois pas du tout. Ou alors, ça serait... et encore une fois, c'est pas que je sois sous serment ou pas sous serment. Je ne pense pas l'avoir dit et j'affirmerai ne pas l'avoir dit. Mais bon. Merci beaucoup, parce que du coup, en tant que rapporteur, vous êtes obligé de d'éteindre pour que je puisse prendre la parole. Je vais revenir, comme Madame la Présidente, sur l'audition, mais aussi sur quelques propos que vous venez de tenir. La première chose, c'est sur la dédicace. Donc, quelle est sa signification dans ce cas-là? Quelle est sa signification de comparer un joueur noir à un esclave si, selon vous, le problème, c'est que la dédicace soit sortie de son contexte? Donc, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Parce que moi, je pense qu'au-delà qu'elle soit sortie de son contexte, c'est un problème, mais ça, c'est mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent. Sur les différents mots que vous avez employés, vous avez utilisé le terme de race différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Vous avez également, quand vous avez cité effectivement les joueurs, vous parlez de ces joueurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée? De quels joueurs vous parlez, comme ça a été dit? Est-ce que c'est par rapport à leur couleur de peau, leurs origines, leur statut? Donc voilà, peut-être nous préciser là-dessus. Et donc, vraiment, sur la phrase qui a été citée, ça serait intéressant vraiment que vous puissiez nous dire si vous avez pu la dire, enfin, si vous l'avez dite ou pas, parce que vous me dites « je n'ai pas souvenir », ou ça c'est pareil, c'est pas vraiment une réponse. Donc, soit vous l'avez dite, soit vous êtes sûr de vous de n'avoir jamais utilisé cette phrase. Et est-ce que vous est déjà arrivé d'utiliser le mot nègre en parlant à des joueurs?
je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je veux bien m'y prêter avec le plus d'attention possible. Je ne vais peut-être pas vous répéter pendant 1 heure la même chose. C'est-à-dire, soit je suis accusé, et à ce moment-là, je veux bien essayer de vous dire tout ce que j'en sais, mais je ne vais pas... Enfin, je trouve, je dirais, la situation assez inconfortable, très honnêtement. Je ne sais pas si le fait d'être accusé comme vous le faites, sans véritablement savoir d'où ça vient, pourquoi ça vient. Alors je vais vous reposer une dernière fois, je l'espère, la situation liée à la signature. La signature, c'est pas, quand je parle d'esclave, je ne parle pas à un athlète noir. Quand je dis le règne des affranchis, c'est le titre de mon livre, c'est le titre d'un livre où on explique que les joueurs au sens large, et sans parler de race ni de couleur, sont normalement dans le champ du sport de haut niveau considérés comme des acteurs obéissants. Et donc à ce titre-là, les entraîneurs ont tendance à mettre en œuvre leurs projets et les athlètes le subissent. Quand j'écris mon livre et que je dis le règne des affranchis, l'affranchi, c'est effectivement un esclave libéré. Et le règne des affranchis, c'est effectivement pour moi l'ensemble de mes joueurs, quelle que soit leur couleur, qui effectivement, dans l'aventure que nous leur avons proposée, ont été affranchis du lien d'autorité et de subordination qu'ils avaient normalement dans le champ du sport de haut niveau jusque-là. Donc l'idée, c'est exactement ça, c'est-à-dire on a libéré nos joueurs du joug qui normalement était celui que leur imposait leur encadrement, et on a apporté la preuve qu'à partir de cette démarche-là, on pouvait avoir des résultats de niveau mondial et même devenir la meilleure équipe du monde. Parce que quand j'ai commencé à m'engager dans cette démarche-là, de ce qu'on a appelé ensuite le management collaboratif, participatif, effectivement, tout le monde m'a dit « mais tu es fou, tu vas dans une direction où tu ne réussiras jamais ». Bon, la preuve a été faite que non seulement on pouvait y réussir, mais on pouvait y réussir de manière exceptionnelle. Et donc, je répète, quand dans le règne des affranchis, tous mes joueurs ont été affranchis de l'autorité et sont devenus des acteurs associés du projet, et donc, de manière très claire, sont devenus les acteurs déterminants de la réussite du projet. Donc, quand j'écris mon livre et que je fais cette dédicace à l'un de mes joueurs, je ne la fais pas. Alors, c'est peut-être là que je suis un peu naïf ou peut-être un peu déplacé. C'est qu'effectivement, je ne la fais pas à un joueur noir. Je la fais à un joueur parmi tous les autres. Et je lui dis, celui qui a le plus, je dirais, il faut bien comprendre qui était Didier Dinard dans notre organisation. Didier Dinard, c'était quelqu'un qui était un joueur qui avait une qualité moyenne et qui est devenu, par l'intelligence et la liberté qu'on lui a proposée, le meilleur défenseur du monde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a tiré un profit total de cette libération. Et effectivement, ma signature a pour effet de dire, toi qui a le plus utilisé cette liberté pour devenir un des meilleurs joueurs du monde, j'espère, puisque à ce moment-là, il était rentré dans le staff, il n'était plus joueur, il avait commencé. Donc si je suis allé le chercher... Je vais vous interrompre juste quelques minutes. Je voudrais redonner la main à Madame la rapporteure. Donc si vous pouvez couper votre micro, merci. Oui, alors j'entends ce que vous dites, sauf que cette dédicace, déjà ce qui serait intéressant, c'est est-ce que vous avez fait la même à un joueur par exemple qui n'était pas noir ? Parce que moi j'entends ce que vous dites, mais la dédicace c'est Didier, l'esclave qui a le plus profité de sa libération. C'est très spécifique. Donc il y a clairement une connotation au fait, à la question de l'esclavage. Donc moi, je vous repose la question, est-ce que vous avez fait ce type de citation à d'autres joueurs qui n'étaient pas noirs ? Donc ça, c'est première question. Et la deuxième, c'est vous parlez de lui en disant, on lui a donné la possibilité
Alors déjà, je suis désolée, hein, mais je trouve ça condescendant au possible, mais c'est aussi par sa capacité de joueur qu'il a réussi. C'est pas juste parce qu'on lui a autorisé ou permis. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on comprend dans vos propos. Et j'aimerais vraiment que vous reveniez sur les termes que vous avez utilisés, races différentes et ces joueurs. Et voilà, j'aimerais vraiment que vous puissiez répondre là-dessus. Je vous remercie. Ça serait condescendant si effectivement c'était quelque chose de fréquent. Je vous répète, la situation dont on parle date d'il y a une quinzaine d'années, même plus, une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, les entraîneurs ne donnaient aucune autonomie aux athlètes et décidaient pour eux de tout ce qu'ils devaient faire. À partir du moment où cette démarche est faite, c'est une démarche d'ouverture. Alors, peut-être vous la trouvez condescendante. Moi, je la trouve extrêmement généreuse, parce que c'était absolument pas la démarche de l'époque. Et je prenais beaucoup de risques en me mettant dans cette démarche-là, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que le sport de haut niveau, si vous n'avez pas de résultats très rapide, vous êtes vite mis à l'écart. Donc ça veut dire que j'ai voulu, et c'est pour ça qu'après j'arrêterai sur ce sujet, j'ai voulu dire à un athlète qui pour moi s'appelait Didier, j'ai pas dit Didier le Noir, j'ai dit Didier. Et effectivement, esclave parmi tous les autres, dont la libération a permis effectivement de le faire atteindre des niveaux que peut-être il n'aurait pas atteint dans un système plus fermé. Et je disais juste, j'espère qu'effectivement, tu garderas cette démarche et que tu en feras maintenant bénéficier les athlètes dont tu vas avoir la charge. Bon. Après, j'ai dit les races différentes. Oui, parce que vous me posez des questions sur des races, sur des gens de couleur, alors je ne sais pas quelle est la terminologie à employer, mais effectivement, je ne sais pas comment vous dire, oui, effectivement, mais moi, je n'ai pas l'impression, encore une fois, je vous l'ai dit, je n'ai pas l'impression d'avoir agi en fonction des joueurs que j'avais en face de moi, et surtout en fonction de leur race. Je vous l'ai dit depuis le début, encore une fois, ces joueurs-là, les joueurs, quand je dis ces joueurs, les joueurs au sens large, et Dieu sait qu'ils sont différents les uns des autres, et plus par leur sensibilité et leur habileté que, encore une fois, pour toute autre différence. Mais je répète, les joueurs, effectivement, je les ai toujours considérés de manière commune et sans me faire de différence, quelle qu'elle soit, ni, puisque j'avais l'opportunité de les choisir, de les sélectionner. Donc, à aucun moment, ces critères-là sont entrés de quelque manière que ce soit dans mon travail. Et si effectivement j'ai sollicité Didier Dinard à la fin de sa carrière sportive pour qu'il intègre le staff de l'équipe de France, c'est bien parce que je voulais et lui confier un travail avec nous et lui confier des responsabilités. Donc, quelle connotation il pourrait y avoir d'exclusion, alors même que c'était au contraire une action d'inclusion. Et j'aurais très bien pu, si j'avais été animé par d'autres éléments, j'aurais très bien pu choisir quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'effectivement, à aucun moment pour moi, ça n'a été un élément qui nous permettait de différencier les uns et les autres. Nous avons une question de notre collègue. Oui, alors, il faut que vous puissiez éteindre votre micro également pour laisser la parole à Madame Rouault. Alors, moi, je suis une handballeuse de toujours. J'ai commencé le hand il y a très longtemps. J'ai été présidente d'un club. J'ai toujours été très admirative du parcours de l'équipe de France, qui a commencé à Barcelone avec une médaille de bronze et puis qui s'est ensuivie. Je suis sidérée de ce que j'entends. Je n'ai jamais ressenti, lu dans tous les journaux, tous les magazines sur le handball, qu'il y ait cette forme de racisme de quelque entraîneur que ce soit, à tel point que Didier Dinard est devenu l'entraîneur de l'équipe de France et que je pense que peut-être M. Onesta avait quelques, peut-être à l'époque, des questions
puisque d'ailleurs il n'a pas été entraîneur très longtemps, de mémoire il a été 2 ou 3 ans. Moi je suis choquée et je me dis qu'il faut qu'on soit quand même très très prudent, quelle que soit les missions d'enquête. L'autre jour, je disais avec une amie, Coluche disait, quand on viole, c'est quand on veut pas, mais nous, on voulait. Ben, il faut faire attention parce que là, on ne parle pas d'humour, on parle d'un livre, mais évidemment. Mais on ne sait plus quoi dire. Par exemple, quand on parle de personnes de couleur, ben, moi, black, tout le monde disait black à un moment donné. Alors maintenant, on dit, ben, on ne sait plus quoi dire. Alors quand c'est de couleur, c'est encore assez simple, mais quand c'est des personnes d'origine maghrébine, on ne sait plus quoi dire, tellement on a peur d'être jugé de racisme. Mais moi, je tiens, là, cette fois-ci, je suis dans cette commission d'enquête et je tiens à dire que je suis choquée de ce que j'entends là, parce que jamais je n'ai ressenti, même l'équipe de France de handball, c'est vraiment l'excellence. On a autant de personnes de couleur, d'abord beaucoup d'ailleurs des Martiniquais, Guadeloupéens, et même d'autres, comme à Ballot, et puis d'autres, enfin, je sais plus comment le dire, et moi, le monde du handball serait là aujourd'hui, je vous dirais que jamais on a pensé un seul instant que Claude Onesta est raciste. Voilà, je tiens à le dire parce que... Non, mais j'entends, mais en fait, je tiens à préciser quand même que ça fait bien longtemps qu'on n'emploie plus le mot race. Ça fait très longtemps qu'on ne l'utilise plus. Donc, oui, mais c'est quand même un problème. Voilà, donc, et c'est aussi révélateur d'une certaine pensée, mais bon. Suite à cette audition, il vous a été proposé une audition, enfin un rendez-vous avec la ministre, Madame Marie Signanou. Et je ne sais pas si finalement cet entretien a pu se tenir ou pas. Je sais que vous aviez à l'époque pris position et tenu... Enfin, vous aviez expliqué que finalement vous n'étiez pas obligé de vous rendre, je crois. Mais est-ce que finalement cette rencontre a eu lieu ou pas avec Madame la ministre ? Je ne me rappelle pas, mais je ne me rappelle pas qu'elle me l'ait proposé, parce qu'en règle générale, quand la ministre me demande ou me convoque pour une réunion, je ne fais pas état de mon envie ou de quoi que ce soit. Je me rends à la réunion, à la convocation de la ministre, donc je pense qu'elle l'a sûrement évoqué lors d'une interview et qu'il n'y a pas eu de suite parce qu'il n'y a pas eu de proposition de réunion. Je le dis encore une fois, si j'avais dû y aller, je me serais conformé à la demande de la ministre. Mais peut-être que j'étais à la énième explication sur le sujet, mais je me rends compte qu'effectivement l'explication n'a peut-être pas suffi puisqu'on y est encore aujourd'hui. Encore une fois, je n'ai pas ni l'autorité ni l'outrecuidance de ne pas me rendre à une sollicitation d'une ministre. Au moment où où justement on vous a proposé l'entretien, vous avez déclaré « La ministre souhaite ce qu'elle veut, moi je n'ai pas à donner suite à cette situation, ni avec Didier Dinard, ni avec personne ». Est-ce que ça, vous vous en rappelez ? Oui. Mais ça devait être à la... Vous savez quand même, enfin, vous êtes des élus politiques, vous pouvez être critiqués, vous savez quand même ce que peut être l'acharnement médiatique, de journaux, qu'on vous pose tous les jours la question, et que peut-être à la énième explication ou sollicitation, j'ai pu finir par dire, bon, maintenant, ça va, j'ai suffisamment donné d'explications pour ne pas être obligé, tous les 3 matins, de recommencer. Donc, je pense que je devais estimer à l'époque que j'avais suffisamment expliqué, suffisamment répondu à toutes les questions qui m'étaient posées, et que je pensais qu'effectivement, j'allais pas finir. J'avais d'autres sujets qui, effectivement, étaient tous les jours dans les objectifs de la mission qui m'étaient proposés. Il fallait qu'à un moment ou à un autre, on commence à passer à autre chose. Le ministère des Sports, quand même, a un rôle de contrôle. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'une ministre des Sports demande à vous recevoir sur un sujet aussi grave, puisqu'à l'époque, c'était au moment où c'est sorti, vous considérez que vous n'avez pas de compte à rendre au ministère des Sports, qu'il n'y a pas de lien de hiérarchie, d'obligation ? Enfin, juste vraiment, c'est pour préciser... Enfin, il y a un moment où ça commence à devenir un peu pénible.
Je vous dis que si la ministre m'avait convoqué, m'avait demandé officiellement de venir, j'y serais allé. Si elle l'a dit à un journaliste et que moi j'ai moi-même répondu à ce journaliste, c'est autre chose. Mais qu'elle voulait me faire passer, en plus de quelqu'un d'être malotru, vous voulez me faire passer aussi pour quelqu'un qui ne respecte rien et personne, même pas les ministres. Bon, ça suffit. Enfin, je travaille au quotidien avec des ministres, avec les cabinets et avec les élus. Jusqu'à preuve du contraire, je suis à peu près capable de répondre aux sollicitations qui me sont faites. Mais bon, je veux bien continuer. Alors, notre rôle à nous, c'est de poser des questions. Après, voilà. Donc, pour le coup, je vous pose des questions, vous y répondez. S'il n'y a pas de volonté de vous faire passer pour quoi que ce soit, je pense que c'est vos réponses, ce sont vos réponses et vos mots. Donc, moi, je vous demande. Donc, vous n'avez jamais été officiellement convoqué par la ministre des Sports. Sinon, j'aurais répondu à sa sollicitation. Et j'y serais allé. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes orientations et les réalisations à date du programme Ambition Bleue, mis en place sous votre responsabilité aujourd'hui à l'ANS? Avec plaisir. Le programme Ambition Bleue naît d'une mission qui m'est confiée sur la volonté du président de la République lorsque les Jeux olympiques et paralympiques sont attribués à la France en septembre 2017. On me demande de venir, de faire un état des lieux du sport de haut niveau en France. Et on me demande effectivement, donc je fais ce travail et je rends à la ministre Laura Flessel mon mémoire quelques mois plus tard. Et là, elle me demande de travailler à la préfiguration et à la construction potentiellement d'un nouveau modèle qui va amener à la création de l'Agence nationale du sport. Dans ce cadre-là et dans le cadre de l'Agence nationale du sport, on me demande, nous sommes déjà en 2019 à la création de l'agence, et on me dit il faut essayer d'améliorer les résultats du sport français, et notamment à l'échéance des Jeux de Paris. Et donc je suis en charge de cette construction d'un nouveau modèle pour que les résultats à Paris soient à la hauteur des espoirs d'une nation. Donc pour cela, on construit un socle qu'on appellera Ambition Bleue et qui est effectivement, à partir de l'analyse faite et du constat fait de mon analyse de mon rapport remis à la ministre, c'est voir sur quel chemin on peut agir pour effectivement mettre en œuvre ce qui pourrait nous permettre d'améliorer ces résultats. Alors je le dis clairement, l'amélioration des résultats dans un délai de 5 ans paraissait être, je dirais, une mission impossible, parce qu'on sait que dans le milieu sportif, pour arriver à transformer des résultats à l'échelle d'une nation et à l'échelle des plus grandes compétitions mondiales, il faut en général beaucoup plus de temps. Donc on s'est engagé, Ambition Bleue, à identifier plusieurs axes. Le premier axe, c'était que le sport français en matière de haut niveau avait tendance à éparpiller les moyens. C'est-à-dire que les fédérations, souvent, pour ne pas faire trop de choix, pour ne pas heurter un certain nombre d'acteurs, faisaient en sorte que les moyens soient répartis de manière assez éparpillée pour que tout le monde en ait un peu et que tout le monde soit à peu près content. Quand on est arrivé, on a dit il faut assumer la réalité de ce qu'est le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à tous. Il est ouvert à tous au départ et progressivement, la sélection s'établit
Et effectivement, le rayonnement d'un pays en matière de sport de haut niveau nécessite une politique spécifique. Et effectivement, cette politique doit se faire à partir de ciblage des investissements. Alors, le ciblage des investissements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a dit, si on laisse les fédérations dans une répartition des moyens assez peu ciblés et assez peu évalués, on se rend compte que les moyens sont dépensés mais ne produisent pas toujours les résultats espérés. Donc l'idée pour nous, ça a été de dire qu'il faut que le périmètre du haut niveau soit traité de manière très spécifique, avec effectivement beaucoup de publics identifiés, beaucoup d'acteurs identifiés, comme étant ceux sur qui l'investissement doit être porté. Alors, très vite, on nous a fait un procès en élitisme. Et on nous a dit, mais vous allez mettre les moyens uniquement sur les meilleurs. Aujourd'hui, je le dis, on a, depuis la création de l'agence, on a multiplié de 25% le soutien aux fédérations. On a pu multiplier les moyens à destination des athlètes, l'accompagnement socio-professionnel. L'accompagnement a été multiplié de 75%. Et l'accompagnement de l'encadrement technique, sûrement ceux sur qui les efforts n'avaient pas été faits de manière conséquente, a augmenté de 130%. Dans le même temps, on a augmenté le projet paralympique de 300%. Ça veut dire qu'on a mis des moyens à un endroit où effectivement ces moyens étaient mieux ciblés, mieux utilisés, mieux évalués pour voir quelle était, entre guillemets, la rentabilité des investissements produits. Avec quand même, pour fierté, parce qu'on l'avait dit dès le départ, on ne prendrait pas sur le niveau inférieur des sportifs de haut niveau, ceux qui sont plutôt des sportifs de niveau national, on ne prendrait pas les moyens qui jusque-là leur étaient destinés pour les donner à l'élite. Et on est donc allé voir le président de la République, le Premier ministre, pour avoir une augmentation des moyens qui nous permettait de maintenir des moyens sur les acteurs qui ne seraient jamais des acteurs médaillés au niveau mondial et mettre des moyens très spécifiques avec un accompagnement beaucoup plus individualisé, beaucoup plus ciblé sur les acteurs pour multiplier le nombre de médailles. Donc aujourd'hui, quand je vous dis qu'on a augmenté globalement de 75% les moyens à destination des sportifs de haut niveau, 83% des moyens qui aujourd'hui sont destinés aux sportifs de haut niveau vont à des sportifs qui ne sont pas considérés comme des cibles prioritaires et qui ne sont pas considérés comme des cibles, comme des athlètes susceptibles d'être médaillés aux Jeux. Donc ça veut dire que la grosse majorité des moyens associés à cette politique va encore à des gens qui ne font pas partie de l'élite internationale des athlètes français. On a mis, par exemple, on a fait en sorte que les moyens qui étaient distribués dans le champ de l'accompagnement des athlètes, on a fait en sorte qu'ils ne bénéficient pas aux athlètes riches. Ça veut dire qu'on garantit aux athlètes français un seuil minimum de ressources qui est calculé aujourd'hui à 40 000 euros bruts annuels. Ça veut dire qu'un athlète qui dépasse 40 000 euros par la multitude de ressources qu'il peut avoir, salaire mais aussi sponsor, ne touchera plus de l'agence le moindre euro qui viendrait s'ajouter. Donc l'euro, les moyens sont à destination des gens qui ont les ressources les plus faibles. Et dans le même temps, on s'est engagé, une étude avait été faite à l'issue des Jeux Olympiques de Rio, donc 2016, c'était donc il y a un peu moins de 8 ans. L'étude avait défini que 40% des athlètes qui faisaient partie de la délégation française à Rio vivaient sous le seuil de pauvreté. Donc
ça avait été un petit séisme dans le milieu du sport. Et c'est vrai que toute l'action que l'on a menée depuis, puisque l'agence était créée en 2019, mais on a été, je dirais, constitué dès 2018, depuis, on a travaillé sur ce sujet pour faire aujourd'hui et pouvoir s'engager aujourd'hui à dire qu'aucun des athlètes qui ne seront dans la délégation à Paris, et Dieu sait que cette délégation, en plus, va être doublée en volume, puisque par le fait d'être pays hôte, il y a beaucoup d'athlètes qui vont participer aux Jeux de Paris, alors qu'ils ne seraient sûrement pas qualifiés dans un autre, avec une organisation extérieure. On va doubler le nombre d'athlètes, et malgré ça, on a pris l'engagement qu'aucun des athlètes de la délégation française ne sera sous le seuil de pauvreté à Paris. Donc ça veut dire qu'effectivement, on agit de manière très déterminée pour être au soutien des athlètes, pour être au soutien de l'encadrement technique et veiller à ce que l'argent de l'État, l'argent public, soit utilisé de manière la plus rationalisée possible et de manière la plus évaluée possible pour que nos résultats s'améliorent sans pour autant qu'on ait abandonné au bord de la route un certain nombre d'acteurs. Donc ça, c'est un peu l'idée d'Ambition Bleue, plus d'investissements ciblés, plus de mieux identifier les populations selon les strates de pratique et veiller effectivement que dans chaque strate, sans oublier la relève, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de médaille sans travailler sur les plus jeunes, la relève dans les fédérations, pour qu'effectivement cette relève puisse venir dans une filière, je dirais, de perfectionnement vers le très haut niveau. Et effectivement, on fait en sorte aujourd'hui, et je pense qu'on va réussir dans notre entreprise, on fait en sorte, en peu de temps, d'aller, on l'espère, améliorer de manière conséquente les résultats aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques à Paris. Merci. Merci. Du coup, effectivement, quelques questions sur peut-être de précision sur l'ANS. D'abord, peut-être première interrogation, vous dirigez le pôle haute performance au niveau de l'ANS. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer sur quels critères vous avez été choisi pour occuper ce poste ? Il aurait fallu le demander aux gens qui m'ont choisi, mais je pense que j'ai été choisi à partir des résultats que j'avais obtenus pendant 16 ans avec l'équipe de France de handball, et que le président de la République, en premier lieu, a pensé que peut-être que pour améliorer de manière plus générale les résultats du sport français, il fallait peut-être le confier à quelqu'un qui avait déjà réussi un parcours dans sa discipline sportive. Mais encore une fois, j'ai été sollicité pour le faire et j'ai accepté la mission. Juste pour bien préciser, donc vous nous dites que c'est le président de la République qui vous a choisi sur ce poste ? Plutôt directement, celle qui était, je dirais, en action pour le faire, c'était la ministre des Sports, c'était Laura Flessel à l'époque. C'est elle qui m'avait sollicité, c'est elle qui a continué à solliciter pour préfigurer d'une certaine façon la création de l'agence. La création de l'agence, c'était déjà organisé parce que en parallèle, il y avait toute une... Enfin, déjà, l'agence, c'est tout compte fait, c'est le premier échelon de ce que l'on a appelé la gouvernance partagée du sport. Ça veut dire que le sport est aujourd'hui dans une gouvernance partagée avec des acteurs associés que sont l'État, que sont effectivement les collectivités territoriales, que sont le monde privé, le monde économique du sport. Donc on a une multitude d'acteurs qui aujourd'hui travaillent effectivement à cette mobilisation. Les fédérations sportives sont partie intégrante. Donc si vous voulez, l'agence, c'est l'émergence de cette action associée. Et je crois qu'effectivement, c'est effectivement la ministre qui m'a nommé sur ce poste et qui peut
qui peut aujourd'hui, je suppose, me renvoyer à la maison quand elle l'estime nécessaire. Mais j'ai souvent été en lien avec le président de la République et au moins pendant un temps avec le Premier ministre qui précédemment à sa prise de fonction à Matignon était président de l'agence. Donc on avait travaillé de manière quotidienne ensemble et effectivement on avait une proximité qui a permis parfois de dépasser le cadre je dirais, du lien de subordination traditionnel. Merci. Du coup, une précision peut-être sur justement Ambition Bleue. En fait, ce programme, il renverse en partie le modèle sportif en incitant fortement à faire le choix principalement axé sur les résultats aux compétitions internationales et en misant principalement sur les meilleurs à l'instant T. Donc ça, c'est le programme tel qu'en tout cas moi je le comprends, notamment, donc vous l'avez dit, avec des aides financières plus importantes pour certains sportifs. Est-ce que c'est pas une remise en cause justement du double projet, de comment c'était prévu à la base? Est-ce que c'est toujours fait en concertation avec les DTN et qui managent au quotidien les staffs, par exemple en équipe de France? Est-ce que ça introduit pas justement une forte relation entre financement et résultat du sportif qui peut le pénaliser en cas de blessure ou de contre-performance? Je crois que le sujet est très, très intéressant, justement parce que, en gros, d'abord, l'agence ne fait rien en direct. L'agence ne travaille qu'en lien avec les fédérations. L'agence verse de l'argent aux fédérations pour financer le projet de performance que la fédération lui propose. Et l'agence est un régulateur et potentiellement un apporteur de solutions. Donc l'idée, c'est qu'on ne fait absolument rien qui ne soit pas, tout compte fait, la réalisation de tout ce que l'on engage, c'est les fédérations qui l'ont en charge. Les fédérations, elles ont l'expertise dans leur domaine d'activité. Les DTN sont les acteurs principaux et le lien principal avec nous sur cette mise en œuvre de politique. Donc ça veut dire qu'effectivement, je l'ai dit, le sport de très haut niveau international aujourd'hui, et il était question de ça quand on nous disait qu'il faut faire des médailles aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, c'est effectivement, il y a une réalité qui est la réalité mondiale. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous vous entraînez moins que les autres, si vous avez moins de moyens, moins d'outils que les autres, ben vous allez finir malheureusement par finir derrière. Donc, il faut prendre la mesure de ce qu'est le contexte international. Et là où je pense qu'on a fait, on nous a souvent dit, ouais, vous copiez le modèle anglais, qui s'appelait UK Sport, qui avait fait ça en préparation des Jeux de Londres. Je crois que le modèle anglais et le modèle français sont très différents. Le modèle anglais, c'est un modèle où, effectivement, l'agence dirige et décide pour la totalité du sport de haut niveau en Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'ils ont la charge de la décision. Nous, on a la charge du financement, de l'évaluation, du contrôle et de l'accompagnement. Mais encore une fois, les décisions sont toujours prises par les fédérations, sont toujours prises par les gens qui sont, en gros, je dirais, la délégation qui est faite par l'État auprès des fédérations sportives leur permet de mettre en œuvre la politique que les gens élus sont autorisés à mettre en œuvre. Donc ça veut dire que nous, on n'interfère absolument pas dans le travail de gouvernance. La gouvernance de la fédération appartient jusqu'à l'élection à l'équipe qui est en place. Nous, on donne des moyens, on challenge ces moyens, mais pour revenir à l'histoire, à votre sujet sur le double projet. Le double projet est un élément constitutif de notre fonctionnement, notamment parce que la plupart des sportifs ne sont pas des sportifs professionnels, et même si on les aide à avoir des revenus qui leur permettent de se consacrer de manière plus formelle et plus totale à leur pratique, c'est effectivement des gens dont on sait qu'ils ne vivront pas très longtemps des revenus qu'ils ont capitalisés. Donc ça veut dire que le double projet est encore une fois quelque chose d'indispensable. Aujourd'hui, on a multiplié de manière conséquente ce qu'on appelle les contrats d'insertion professionnelle.
Et effectivement, plus un sportif est dans un sport où il ne vivra pas de son activité, plus il doit donner du temps et du sens à sa formation professionnelle. Parce que, et ces contrats d'insertion qu'on leur permet d'avoir auprès d'entreprises, c'est des contrats qui permettent à l'entreprise de les financer. Elles sont cofinancées avec un financement de l'agence, mais elles vont permettre d'accompagner le sportif en lui dégageant du temps pour qu'il puisse continuer à s'entraîner et de mettre un pied dans l'entreprise et petit à petit de préparer sa reconversion. Donc on agit de plus en plus sur ces solutions-là. Donc le double projet est une réalité. Par contre, penser que quelqu'un qui vit à fond un double projet est capable, par exemple, dans la dernière année, avant les Jeux olympiques ou paralympiques, de continuer à travailler à mi-temps et de s'entraîner à côté, c'est une illusion. Ça n'est plus la réalité du concert international. Ça veut dire que le travail que l'on fait en direction de ces entreprises, c'est de dire, plus on est loin de l'échéance, plus l'athlète va pouvoir agir dans le cadre de l'entreprise, plus on se rapproche de l'échéance sportive, plus l'athlète va être, je dirais, déchargé pour pouvoir se dédier complètement à sa pratique. Du coup, en vous écoutant, en fait, ça m'amène à une question. Je voudrais juste avoir votre avis là-dessus, même si vous n'avez pas été décisionnaire en dessus. Hein. Vous avez mentionné UK Sport dans votre propos, qui a été créé en 97 après Atlanta. Elle a un cycle de fonctionnement de 97 à 2012 pour préparer les JO de Londres. Est-ce que l'ANS aura eu assez de temps finalement pour préparer justement ces JO? Car de 2017 à 2024, c'est peu pour préparer 2024 comparé justement à UK Sport. C'est une question intéressante parce qu'on nous a souvent dit vous n'aurez pas le temps. Alors, je crois que ne pas avoir le temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'engager, parce que sinon on ne s'engage jamais. Mais c'est vrai que quand on a démarré le projet, on avait vraiment le sentiment d'être devant une situation presque insoluble, au regard de ce qu'on découvrait dans certaines fédérations, de la distance qu'il y avait à la médaille. Mais je crois que, alors on ne partait pas, les Anglais partaient de beaucoup plus loin que nous. Leur niveau de l'époque était vraiment très faible. Et donc, ils ont dû avoir... Je crois que nous, on partait d'une situation... La situation du sport français s'est beaucoup améliorée quand il y a eu, dans les années 60, un plan avec, après une grosse colère du général de Gaulle, parce qu'on avait eu des résultats médiocres et presque ridicules aux Jeux olympiques de Rome. Il avait voulu effectivement que la France se dote d'un projet qui lui permette de rayonner un peu mieux sur les terrains du sport mondial. Je crois que cette démarche, alors ça a été la création des cadres techniques d'État, des DTN, des sections sport-études, et donc tout ce qui s'est construit et qui a vraiment fait progresser de manière très conséquente le sport français. Mais je crois qu'on n'a pas eu... Je dirais la deuxième étape de ce projet de transformation, c'est celle de la création de l'agence. C'est-à-dire que le système, depuis les années 60, avait très peu bougé et il avait produit beaucoup d'effets positifs et les sportifs français étaient devenus parmi les meilleurs sportifs du monde. Mais on se rendait compte que depuis 20 ans, les résultats stagnaient. On voyait bien qu'on n'allait pas plus loin en termes de rayonnement. Pour une raison qui ne valait pas que les Français travaillaient moins, mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup plus de pays qui investissaient dans le secteur du sport et beaucoup plus de pays qui devenaient, je dirais, des concurrents à la médaille. Donc la médaille était de plus en plus difficile à obtenir. Et je crois qu'il était nécessaire pour le sport français de passer par cette étape de transformation pour se relancer et se redonner une forme de dynamique en vue de résultats améliorés. Claudia. Pardon. Enfin, de cette mission d'enquête, à l'origine, même si ça s'étendait, c'était essentiellement pour traiter des violences sexuelles et sexistes.
Lors des auditions que nous avons effectuées, on avait l'impression qu'il y avait des affaires, il y avait beaucoup d'affaires d'ailleurs qui datent des années 2000, et malheureusement, il y en a qui sont beaucoup plus récentes. Et on a ce sentiment, alors c'est un sentiment, que les fédérations les traitent à peu près de la même manière. C'est-à-dire que potentiellement, quand on a des médaillés, on a un regard un peu protecteur pour ces médaillés au détriment des victimes. Donc, dans vos fonctions, puisque vous avez sans doute des contacts avec les athlètes de haut niveau, quand vous avez souhaité soutenir une athlète de haut niveau et que vous vous rendez compte que cette femme-là, elle arrête parce qu'elle a été, selon elle, victime de quelque chose, est-ce que vous avez des pouvoirs d'intervenir et votre lien avec les fédérations, pensez-vous qu'aujourd'hui les fédérations vont assez loin justement pour lutter contre ces violences ? Je pense que assez loin. Est-ce qu'on va toujours suffisamment loin? Peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est que la prise de conscience est là. Alors peut-être parce qu'il a fallu l'horreur de ces affaires qui sortent au grand jour et qui effectivement ont heurté tout le monde. Quand on est parent, tout le monde s'est trouvé devant ces situations insupportables. Donc je pense que non seulement c'est insupportable, mais aujourd'hui, c'est poursuivi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a plus aucun dirigeant sportif, qu'il soit dirigeant de club, qu'il soit dirigeant de structure régionale ou de fédération nationale, qui aujourd'hui mettra un mouchoir sur une situation inappropriée. Alors aujourd'hui, à l'inverse, j'aurais tendance à dire, et vous le disiez tout à l'heure dans votre propos en disant on ne sait plus trop comment, quel mot employer, quel mot utiliser, parce que là c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde veut être exemplaire dans une forme de capacité à dénoncer, bon, qui parfois nous amène aussi à des situations complexes, parce que vous le dites, bon, moi aujourd'hui je ne suis pas au contact direct d'athlètes. Je sais que vous avez audité le directeur de l'INSEP. Lui, les athlètes sont là au quotidien. Nous, on travaille à distance et on travaille, encore une fois, en lien avec les fédérations. Par contre, dans mon équipe, j'ai 30 personnes dans mon équipe. Sur les 30 personnes, il y en a une vingtaine qui sont en lien quasi permanent avec les fédérations, qui vont au plus près des stages nationaux, au plus près des compétitions, et qui vont effectivement voir comment ça fonctionne, comment ça pratique, Donc je peux vous assurer qu'aujourd'hui, n'importe lequel d'entre eux qui va être témoin d'une situation inappropriée, d'une situation ambiguë, a pour obligation d'en alerter immédiatement l'agence, nous, ou la direction de l'agence. Et effectivement, à partir de là, après, on n'a pas capacité, nous, ni autorité à traiter de manière directe la situation. Mais un signalement sera fait, l'article 40 engage tout le monde dans cette direction, et d'évidence, alors ensuite ça revient au ministère des Sports d'être, je dirais, d'engager la démarche, mais aujourd'hui, il n'y a pas un acteur qui soit en responsabilité autour du fonctionnement des fédérations sportives qui n'aura pas augmenté son niveau de vigilance, qui ne va pas être plus à l'écoute qu'on ne pouvait l'être peut-être par le passé, d'une parole qui s'est libérée et donc de choses qui vont peut-être émerger plus facilement. Et je pense qu'effectivement, à partir de là, le moindre acteur, quel que soit son niveau d'intervention, qui serait pris pour ne pas avoir donné suite et alerté, serait en grande difficulté, je peux vous l'assurer. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'a pas fait suffisamment avant, j'en sais rien, mais il faut aussi penser, vous dites que vous êtes dirigeante sportive, le sport, c'est pas ça au quotidien quand même, hein. Donc c'est malheureusement aussi ça, et il ne faut pas le laisser passer, mais c'est aussi au quotidien des gens qui ont des belles pratiques, qui font des choses magnifiques. Donc là aussi, il faut qu'on soit très vigilant et sûrement pas
sûrement pas complice, et qu'effectivement, il vaut mieux alerter pour rien que se taire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde essaie d'être dans une démarche, et la construction n'était pas traditionnelle, parce qu'encore une fois, on n'avait pas cette lecture des situations comme on peut l'avoir aujourd'hui. Pour enchaîner sur la question de notre collègue, selon les informations qui nous ont été communiquées, l'ANS ne tient pas compte dans l'attribution de ces subventions de la bonne volonté des fédérations à prévenir et à lutter contre les violences. Pourquoi ? Mais parce que je pense que ce n'est pas la mission qui nous est confiée, et que cette mission existe et qu'on a une tutelle qui est celle du ministère des Sports. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on n'a pas autorité pour dire « je ne te donne pas l'argent ». Encore une fois, l'État nous demande de regarder effectivement la conformité, mais il y a des lois qui existent et qui obligatoirement engagent les fédérations auprès du ministère des Sports pour faire apparaître effectivement l'engagement républicain, tout ce qu'elles mettent en œuvre pour permettre cette action déterminée. Encore une fois, nous, on n'est pas à l'initiative de ces choses-là. C'est-à-dire, si on a une alerte du ministère des Sports qui nous dit « Attention, on vous demande d'être vigilant et on vous demande peut-être même pendant un temps de geler tous les engagements pris et de ne pas les verser », nous, de manière immédiate, on s'exécute. Mais encore une fois, on n'a pas, nous, ni les instances juridiques pour analyser les situations. Donc ça veut dire que on va être nous-mêmes, si on a un doute, on va solliciter le ministère et lui demander quelle est sa position sur cette situation ou sur ce cas. Ça peut être le cas d'une fédération comme le cas d'un athlète. Mais encore une fois, on n'est pas détenteur d'une quelconque autorité pour décider de distribuer ou de ne pas distribuer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit soumis à une décision qui va être effectivement prise par l'autorité de tutelle. Et est-ce déjà arrivé ? Oui, il y a déjà eu des situations où on nous a dit, attention, dans la période d'instruction ou dans la période on vous demande de bloquer. Alors je ne me rappelle plus de manière très précise parce que ce n'était pas forcément quelque chose qui avait trait avec le sport de haut niveau, donc qui n'était pas vraiment dans mon champ d'intervention. Mais il y a eu effectivement des moments où le ministère nous a dit « Attention, cette fédération, pour le moment, on gèle tout engagement, tout... » Mais c'est vrai que ça n'intervient qu'à leur initiative. Et on sait de quelle fédération il s'agit ? Je ne l'ai plus en tête. J'ai plus en tête le sujet même. Mais je me rappelle que l'on nous ait prévenu de geler tout engagement en direction. Alors bon, je ne l'ai pas, je vais vous dire une bêtise, donc je ne l'ai pas de manière précise, mais ça arrivera à chaque fois que le ministère nous en donnera, nous dira de le faire. Une question de Madame la rapporteure. Donc, il faut couper votre micro. Merci. Merci. Peut-être une question sur le fonctionnement et en fait les différentes structures qui existent dans ce mouvement sportif, parce que quand on a commencé à s'y intéresser, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entités, et pas forcément de lien de hiérarchie parfois entre les uns et les autres d'ailleurs, ou pas très bien explicité. Et justement, la Cour des comptes a conclu dans un de ses rapports de juillet 2022 qu'il y avait un enchevêtrement de compétences entre l'agence et la direction des sports, et parfois à des risques qui pouvaient conduire à des risques d'incohérence au regard de la logique politique de la réforme, alors même que l'essentiel des compétences humaines en ce domaine ont été transférées de la direction des sports à l'agence. Donc, justement, selon vous, comment est-ce que l'exercice des compétences respectives de la direction des sports et de l'ANS pourrait-il être rationalisé ? Est-ce qu'il faut aller sur... peut-être il faut évoluer le texte, faire évoluer le texte législatif, peut-être le réglementaire. Ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Pardon, je ne suis pas un grand spécialiste des textes législatifs et de la loi, mais quand on lit de manière plus précise le rapport de la Cour des comptes, les conclusions sont assez claires. Et autant dans le champ
du développement des pratiques, il y a effectivement une réflexion qui est portée par la Cour sur quelle est la valeur ajoutée, autant sur le champ de la haute performance et du haut niveau. Le rapport de la Cour des comptes est très positif en disant que là, de manière certaine, il y a une avancée parce que le niveau d'expertise qui existe à l'agence n'existait pas dans le cadre du ministère précédemment et de la direction des sports, et qu'effectivement, on voit que la partie du sport de haut niveau s'est développée en peu de temps à l'échelle de l'agence, et beaucoup plus qu'il n'en aurait fallu dans le champ ministériel. Donc je pense qu'effectivement, l'agence, c'est compliqué parce qu'il a fallu qu'elle prenne place, il a fallu qu'elle existe. Vous savez, il y a encore des choses. Je vous donne l'exemple de les Jeux olympiques et paralympiques arrivent. L'agence n'existe pas dans le champ, je dirais, officiel et traditionnel et historique. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être données au Comité national olympique ou au CPSF dans le champ. Et la place de l'agence n'est jamais identifiée. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut qu'on arrive à essayer de se débrouiller pour exister à un endroit. Donc, je pense que c'est le temps qui fera, je dirais, son œuvre, et qui petit à petit va donner à l'agence peut-être le périmètre précis de son action, et qu'il faudra mieux coordonner tout ça. Mais c'est compliqué d'avoir une structure qui s'ajoute aux structures existantes. Je pense que dans le champ du haut niveau, aujourd'hui, la direction du sport est très claire. Elle nous délègue la plupart des missions qui lui étaient confiées, parce qu'aujourd'hui, il considère ne pas avoir l'expertise pour le mener à bien. Donc, on est plutôt à l'initiative de ce travail et de cette politique, bien évidemment sous l'autorité de la ministre des Sports et de la vision qu'elle porte sur le champ du sport de haut niveau. Et ensuite, on met en œuvre tout en rapportant aux gens de la direction des sports qui nous le demandent régulièrement. Merci. Peut-être sur le volet plus financier. En 2022, l'ANS a accompagné 68 fédérations et ce soutien a représenté 72 millions d'euros donc pour l'année 2022 et près de 12 millions d'euros pour les athlètes. Est-ce que vous pouvez nous exposer les critères d'attribution de ces subventions ainsi que les modalités d'évaluation de leur impact et comment est-ce que l'ANS effectue un contrôle sur l'utilisation des financements au niveau des fédérations ? De manière assez schématique, parce que c'est assez complexe, 68 fédérations, c'est toutes les fédérations. Alors, il y a des classements entre les fédérations. Nous, dans le champ de la haute performance, justement parce que le temps était court et qu'il fallait agir vite, dès le départ, on a dit on va se consacrer essentiellement aux 37 fédérations olympiques et paralympiques. Et on va traiter ces sujets-là de manière prioritaire. On s'est engagé par ailleurs auprès des autres fédérations, celles dites reconnues de haut niveau, qui n'ont pas d'épreuve dans le champ olympique et paralympique. On s'est par contre engagé vis-à-vis d'eux à ce qu'ils ne fassent pas les frais de l'engagement en direction des Jeux. Et donc on a maintenu les moyens qui étaient précédemment attribués à ces fédérations, et on s'est engagé à ne pas venir puiser dans cette enveloppe pour mieux servir le champ olympique-paralympique. Donc ça veut dire qu'on a effectivement, on distribue des moyens en direction des fédérations. Quand je dis en direction des fédérations, la plupart des moyens sont distribués via les fédérations, à part les aides personnalisées qui vont directement aux athlètes. Sinon, la plupart des soutiens qui s'exercent, même quand on veut soutenir un entraîneur, c'est toujours via sa fédération. Ça veut dire qu'on ne passe jamais en direct auprès d'un entraîneur, auprès d'une structure d'entraînement. On est toujours acteur associé à la fédération, charge à elle ensuite
d'engager les moyens qu'on lui a distribués. Alors la distribution des moyens, c'est un gros sujet, puisque quand les moyens étaient distribués par la direction des sports, tout le monde disait, bon, ça ne change jamais, c'est plus ou moins 1%, 1% de plus, 1% de moins, et d'une année sur l'autre, tout ça était assez récurrent. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'embarquer avec nous toutes les fédérations pour les engager dans la transformation et les amener effectivement à se rapprocher d'une évaluation qui soit à peu près soutenue et partagée pour qu'effectivement les projets de performance soient des projets réalistes. On a eu la chance, je le dis, d'avoir des moyens légèrement augmentés tous les ans, ce qui nous a permis, et c'est aussi grâce à l'action des parlementaires, ces moyens nous ont permis effectivement de ne pas transformer par la punition. Je m'explique, on a dû transformer un certain nombre de règles, un certain nombre de principes d'attribution, un certain nombre d'obligations, d'engagement, de politiques de transformation. Mais on a pu le faire, comme on avait quelques budgets supplémentaires, on a pu le faire sans que ceux qui étaient en difficulté ne le soient encore plus par des moyens qui auraient été diminués. Donc on a augmenté les moyens à ceux qu'on a considérés comme étant des acteurs prioritaires parce que de gros contributeurs au tableau de médailles potentiellement des Jeux olympiques et paralympiques. Mais par contre, on a réussi à ne pas, entre guillemets, mettre plus en difficulté ceux qui étaient plus à la traîne et peut-être moins performants. Donc aujourd'hui, on essaie de flécher les moyens, mais encore une fois, c'est quand on passe un contrat, on n'a pas le droit de dire à une fédération « je vous impose de faire ça ». On a le droit de partager avec eux leurs projets de performance, de voir comment on est capable de l'accompagner, de le financer, en leur disant « attention, nous on souhaite que vous mettiez plus d'argent à cet endroit-là qu'à cet endroit-là ». Et donc on essaie de trouver le bon équilibre entre la volonté politique de la fédération et l'engagement des moyens publics sur la performance. Donc les moyens ont augmenté. Quand ils ont augmenté, ils ont augmenté en direction de fédérations qui étaient, encore une fois, il y a des fédérations, aujourd'hui, on espère faire plus. On a fait 33 médailles, ce qui était en diminution par rapport à Rio, on en avait 42. Et là, on espère bien faire le meilleur résultat que la France n'ait jamais fait aux Jeux olympiques. Pour les Jeux paralympiques, c'est un peu différent. Mais le président de la République a identifié comme objectif la 5e place au rang des nations. Aujourd'hui, on est 8e en olympique et 13 ou 14e en paralympique. Donc ça veut dire que c'est un gros saut en avant. Et pour cela, je pense que on dirige les contrats de performance, c'est l'engagement des moyens à destination des fédérations. Aujourd'hui, on lie les contrats de performance avec les potentialités de médailles. Et les potentialités de médailles, elles sont élaborées en coordination avec les fédérations. On évalue avec eux ce qui leur paraît, qui nous paraît à peu près établi comme potentialité de médaille et donc comme objectif à aller chercher. Donc ça veut dire que les moyens aujourd'hui attribués sont attribués effectivement en fonction de résultats espérés. Mais je répète, tout ça n'est que le champ du très haut niveau. Le champ du haut niveau continue. On a un contrat de performance entre guillemets dit durable. Ça veut dire que là, on finance tout ce qui va être, je dirais, de la relève, c'est-à-dire les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore en situation de faire des résultats de niveau international. Donc ceux-là, on sécurise des moyens dans toutes les fédérations pour qu'elles puissent mettre en œuvre cette politique de pérennisation des résultats et qu'ils fassent monter en compétence les nouveaux athlètes. Donc il y a toute une action qui est menée au bénéfice, je dirais, du plus grand nombre.
et toute une action ensuite, de manière beaucoup plus spécifique, qui est menée sur l'élite, comment faire mieux réaliser l'élite et aller obtenir ce meilleur classement pour la nation dans un concert international qui est compliqué et l'adversité est très relevée. Merci, Monsieur Onesta. Pour ma part, Madame la rapporteure, donc nous avons terminé les questions. Merci de votre participation à cette commission d'enquête. Si vous souhaitez bien sûr compléter vos informations, vous pourrez revenir vers cette commission d'enquête par mail pour nous apporter des renseignements complémentaires. Merci. Exactement. Tout à fait. Merci. Merci.